Alors bonjour, aujourd'hui on va faire ensemble le système immunitaire. Et le système immunitaire correspond à l'ensemble des mécanismes de défense de l'organisme. Il en existe deux types, système immunitaire inné, c'est-à-dire non spécifique, et système immunitaire acquise, c'est-à-dire spécifique. On appelle réponse immunitaire le déclenchement du système immunitaire face à une maladie. Comme je viens de vous dire, on a deux différentes réponses, un non spécifique et naturel, mais l'autre c'est acquise, c'est-à-dire on obtient euh, après un intervalle de temps. La première réponse innée, qui n'est pas spécifique, constitue l'immunité innée et qui agit en ne tenant pas compte du type de maladie qu'elle combat, c'est-à-dire il n'y a pas l'importance de quel virus ou de quel microbe est pénétré dans le corps, mais l'important c'est que un étranger est entré. Donc il faut l'empêcher. Et ça se compose de deux lignes de défense, la réponse non spécifique. Et la première ligne de défense, c'est les barrières physiques telles que la peau et les muqueuses. Et la deuxième ligne de défense, on va en parler tout à l'heure. La première ligne de défense, ce sont la peau et les muqueuses du corps. Le corps garde responsable la maladie loin du corps. Euh, le peau, la sueur, les glandes sébacées qui couvrent le corps empêchent la pénétration du microbe. Il protège le corps par les sécrétions antimicrobiennes qu'il contient, c'est-à-dire le mucus, les enzymes spéciales, euh, les enzymes lysosomiales, euh, les milieux de pH acide sécrétés par le système digestif, respiratoire et urogénital dans lesquels les microbes peuvent pénétrer. On essaie de protéger l'organisme contre la pénétration de ces microbes. La salivation aussi, les larmes et les sécrétions corporelles nous offrent également une protection contre les microbes. Alors, la première ligne de défense de la réponse non spécifique était les barrières physiques. Si les barrières physiques sont dépassées, on arrive à la deuxième ligne de défense, c'est-à-dire 5 éléments composent cette deuxième ligne. Les cellules qui réalisent la phagocytose, les cellules tueuses naturelles, les interférons, le système de complément et la réaction inflammatoire. Le premier élément de la deuxième ligne de défense, c'est les cellules qui réalisent la phagocytose, c'est-à-dire qu'elles détruisent ces cellules, les corps étrangers, de manière non spécifique. Ils les mangent. Les cellules de l'immunité innée comprennent entre autres les macrophages, les neutrophiles, les éosinophiles, les cellules dendritiques aussi, qui réalisent la digestion intracellulaire. Elles se trouvent dans la rate, dans le foie, dans le système nerveux et dans les ganglions lymphatiques et puis dans les poumons. Voici ici une schématisation de la phagocytose. C'est le pathogène qui se trouve ici. Alors, la cellule invasive, la membrane plasmique recouvre la pathogène et ça forme une vésicule. Alors, le vésicule se combine avec le lysosome se trouvant dans la cellule et puis les enzymes lytiques de lysosome permettent à dégrader le pathogène et on fait l'exocytose pour rejeter les déchets. Alors, la première était les cellules phagocytes qui font la phagocytose. Le deuxième élément, c'est les cellules tueuses naturelles. C'est un type de globule blanc
qui nous défendent des tumeurs, des virus et d'autres dangers potentiels. Ils sentent leur environnement par un répertoire des protéines extérieures, ça s'appelle les récepteurs. Et ces récepteurs trouvent d'autres molécules immunisées, ce qui appartient au composé principal d'histocompatibilité. Et ils sécrètent ces cellules des enzymes lysosomiales. Et donc ici, pour les transplantations des organes, les dons d'organes, ces cellules sont très très importantes. Euh, Ils ont certains récepteurs qui comprennent les antigènes étrangers et donc pour les receveurs qui viennent d'avoir une transplantation d'organes doit être avoir une immunisation affaiblie. Donc il faut suppresser leurs cellules naturelles tueuses pour pouvoir permettre que cet receveur peut vivre avec le nouvel organe qu'il a transplanté, qu'il a reçu d'un autre individu. Et troisième élément de deuxième ligne de défense, c'est les interférents. Les interférents, ce sont des protéines euh, antimicrobiennes qui jouent un rôle dans l'immunité contre les virus. Alors, les cellules infectées par les virus synthétisent des polypeptides appelés les interférents. Et à quoi ça sert pour ces cellules de présenter sur leur membrane des interférents ou bien de produire ces protéines? Ça permet à présenter le danger au système immunitaire. Lorsqu'il est en contact avec une cellule normale, l'interféron se connecte au récepteur de la membrane cellulaire, permettant ainsi la synthèse des protéines antivirales dans le cytoplasme. Les interférons sont également efficaces pour permettre une immunité en stimulant d'autres cellules immunitaires. Quatrième élément de deuxième ligne de défense, toujours dans l'immunité non spécifique, c'est le système de complément. Le système de complément complémentaire compose des protéines inactives se trouvant dans le plasma. Alors, ces protéines inactives, lorsqu'ils rencontrent par les antigènes étrangers, ils jouent des rôles dans l'inflammation, dans les réactions allergiques ou dans la réponse acquise. Ils composent le complexe antigène-anticorps et facilitent le travail des cellules phagocytaires. Certains systèmes de complément permettant l'agglutination des micro-organismes avec des adhésions. Certains systèmes de complément détruisent directement les micro-organismes. Alors, le dernier élément de protection de deuxième ligne de défense, c'est la réaction inflammatoire. L'inflammation se produit dans les tissus endommagés. Lorsque vous avez une blessure au niveau du tissu, au niveau de la peau, donc vous avez la pénétration des microbes dans le peau. Quand le tissu est endommagé ou infecté par des micro-organismes, et donc premièrement, les cellules mastocytes, ici comme vous voyez, produisent tout de suite des produits chimiques qui sont appelés des histamines. À quoi ça sert les histamines? Alors, l'histamine augmente la perméabilité vasculaire, c'est-à-dire permet à la vasodilatation. Qu'est-ce qui se passe quand les vaisseaux sanguins se dilatent? Alors, le passage des molécules, surtout les globules blancs, et aussi du plasma, du liquide, va intervenir dans cette région. Et vous allez tout de suite observer un œdème parce qu'il y aura le passage aussi du plasma et vous aurez avoir un douleur, vous allez avoir un euh, rougeur. Ce sont les effets de l'inflammation et bien sûr vous allez avoir tout de suite la pénétration des globules blancs, des vaisseaux sanguins vers cette
région de l'inflammation. Donc l'histamine nous permet à dilater les vaisseaux sanguins pour pouvoir attirer, pour pouvoir le passage des globules blancs pour aider au système immunitaire. Et les globules blancs passent, alors arrivent ici, et les cellules, les macrophages phagocytent les microbes. Alors les macrophages aussi produisent certaines molécules chimiques permettant la permettant augmentation de la battement cardiaque et en stimulant l'hypothalamus et la température, ça peut être avoir la fièvre, et puis aussi permettra de attirer encore des autres globules blancs. Et donc, si je vais par l'écriture, histamine augmente la perméabilité vasculaire et permet la migration des globules blancs vers la région de l'inflammation. Et aussi, bien sûr, il faut ajouter qu'il y aura l'œdème avec l'arrivée du plasma dans cette région. Et les globules blancs activés sécrètent des produits chimiques augmentant le débit sanguin. Et le système complément permet d'activer les cellules qui réalisent la phagocytose aussi. Les cellules immunitaires et les facteurs de coagulation arrivent au site de blessure plus rapidement grâce à l'augmentation du débit sanguin. Et les globules blancs détruisent les facteurs responsables de la maladie dans le tissu blessé. Et après un certain temps, les facteurs de coagulation permettent la coagulation dans la région et empêchent la propagation des germes vers le tissu. Et la fièvre ou l'hypothermie peut avoir une place aussi dans l'inflammation. Lors de la réaction inflammatoire, il y a un dégagement de chaleur. Lorsque les cellules phagocytaires détruisent les bactéries, certaines substances traversent la paroi cellulaire pour se rendre dans le système circulatoire. Alors, ces substances chimiques, donc des produits chimiques spécifiques, stimulent l'hypothalamus, le centre de température responsable d'en contrôler la température corporelle. Et puis, notre température corporelle augmente. Et il est bien bénéfique d'augmenter la température dans les limites normales en cas de maladie, car ça permet aussi aux interférents de fonctionner plus efficacement. Ils augmentent l'effet des cellules phagocytaires. De plus, lorsque la température augmente, les battements cardiaques augmentent et donc la circulation des cellules immunitaires est accélérée aussi. Donc, on vient de terminer la réponse innée, la réponse non spécifique. Et donc, je répète encore une fois, la réponse non spécifique se composait de deux lignes de défense. La première ligne était les barrières physiques telles que la peau et les muqueuses. Et la deuxième ligne de défense se composait de 5 éléments. Les cellules qui font la phagocytose, les interférents, les cellules naturelles tueuses, le système de complément et la réaction de l'inflammation. La réponse acquise, par contre, intervient avec des cellules spécialisées qui sont appelées les lymphocytes. Ça, par contre, c'est une réponse spécifique. On sait bien avec qui on combat. Il existe deux types de lymphocytes, les lymphocytes B et les lymphocytes T. Et le point commun des lymphocytes B et lymphocytes T, c'est que les deux sont produites dans la moelle osseuse. Mais la différence, c'est que dès qu'ils sont produites dans la moelle osseuse, les lymphocytes B restent dans la moelle osseuse pour être maturés, mais les lymphocytes T migrent au thymus pour devenir matures. Les lymphocytes B produit la réponse humorale. Pourquoi on dit humorale? Parce que les humeurs, c'est les liquides du corps, c'est-à-dire les liquides lymphatiques et le sang. Alors,
la production des lymphocytes sera des anticorps et les anticorps acheminent, voyagent dans les liquides du corps, c'est-à-dire dans le sang et dans les lymphes. C'est pour cela qu'on l'appelle la réponse humorale, la réponse liquide. Ils sont responsables de la production des anticorps, les lymphocytes B. Les anticorps produits par les lymphocytes B sont aussi appelés immunoglobulines. On peut dire tout simplement grand I, petit g, pour indiquer l'immunoglobuline, donc des anticorps. Lorsqu'ils rencontrent un agent infectieux, ils produisent des anticorps spécifiques dirigés contre celui-ci. Pourquoi spécifiques? Parce que les épitopes, c'est-à-dire les antigènes des microbes, ont une géométrie, forme géométrique trois-dimensionnelle, et anticorps doit être tout à fait complémentaire avec ça, comme un clé et serrure, pour pouvoir être lié. Et donc, pour être efficace sur les antigènes. Ces anticorps sont des protéines capables de se fixer sur les protéines étrangères et de détruire la pathogène. Quand lymphocyte B produit des anticorps pour la première fois, pour la première rencontre, comme ici vous voyez sur le graphique, quand un pathogène pénètre dans le corps et arrive avec une rencontre avec un lymphocyte B, alors les lymphocytes B réalisent une réponse, c'est-à-dire production des anticorps pour la première fois. Ça, on appelle la réponse primaire. D'accord? C'est pour la première fois, nous rencontrons avec cet antigène. Donc, pour pouvoir produire des antigènes, ça passe un peu de temps, à peu près une semaine, à peu près 5 jours, 4 jours. Ça dépend de l'immunité, ça dépend de la première ligne, deuxième ligne de défense, etc. D'autres choses aussi. Et puis, les lymphocytes B produisent une première réponse contre ces pathogènes. Pourtant, les lymphocytes B dits en mémoire, alors certains lymphocytes B se différencient aux cellules plasma. Alors les cellules plasma produisent des anticorps en général, et puis certains lymphocytes B se différencient à des lymphocytes B mémoire, donc ils gardent le souvenir d'un agent pathogène qui est très important pour l'immunisation. Si cet agent affecte une nouvelle fois l'organisme, c'est-à-dire si nous avons une deuxième rencontre avec le même antigène, alors qu'est-ce qui se passe? La réponse sera beaucoup plus rapide, donc on l'appelle la réponse secondaire. Ici, après avoir fait la première réponse, donc la quantité de taux d'anticorps dans le sang est diminuée, donc on a passé à peu près 4 semaines. Si dans cette période on rencontre encore une fois avec le même antigène, regardez la réponse, c'est beaucoup plus rapide et le taux de production d'anticorps est beaucoup plus nombreux et beaucoup plus grande pour la deuxième réponse, disons la réponse secondaire. C'est grâce, bien sûr, aux lymphocytes mémoire qui gardent l'information de cet antigène et qui sont capables de produire tout de suite des anticorps nécessaires. Alors, sur cette propriété du système immunitaire que les vaccins sont basés, et cette période, le premier contact avec l'antigène peut être soit on reçoit une maladie, soit on reçoit un vaccin. Donc, qu'est-ce que c'est un vaccin? Le vaccin, c'est le pathogène entier ou bien un fragment de cette pathogène qu'on reçoit et puis pour pouvoir faire la première réponse comme vous voyez ici. Et puis, si la deuxième rencontre avec le même antigène, il y aura, on sera capable de répondre plus vite possible.
Euh, pour les lymphocytes T, deuxième type de lymphocytes, la réponse qu'ils réalisent, on appelle la réponse cellulaire. Pourquoi on dit la réponse cellulaire? Parce que les antigènes T, les lymphocytes T, directement attaquent aux pathogènes. Ils peuvent détruire directement les antigènes étrangers. Ils sont produits dans le thymus. Ils sont matures dans le thymus. Les cellules dendritiques migrent aux ganglions lymphatiques et présentent les protéines spécifiques aux lymphocytes après avoir phagocyté les pathogènes. Alors, deuxième ligne de défense des cellules dendritiques présente la présence de l'antigène qu'ils ont phagocyté et puis ils stimulent les lymphocytes T et les lymphocytes T attaquent directement les antigènes des pathogènes. Et puis, ils peuvent aussi produire certains produits chimiques pour aussi les neutraliser. Il se trouve aussi des lymphocytes T de mémoire. Alors, il y a toujours l'intégration avec l'épitope de microbes, donc toujours compatibilité entre les récepteurs de lymphocytes T et la forme géométrique de l'antigène de microbe. Alors, si on parle de l'efficacité de l'immunité, l'immunité se divise en deux, l'immunité héréditaire ou l'immunité acquise. Héréditaire, ça veut dire la personne avec la naissance, elle possède cette immunité et ça dure jusqu'à sa mort. Certaines races humaines ne peuvent pas attraper certaines maladies et un virus qui cause des maladies chez d'autres êtres vivants n'affecte pas certains humaines. C'est l'immunité héréditaire. Mais l'immunité acquise est une immunité obtenue après la naissance. Et on peut être immunisé après la naissance de deux façons possibles, soit l'immunisation active, soit l'immunisation passive. L'immunisation active, ça veut dire vous êtes immunisé de façon active, c'est vous qui jouez le rôle pour être immunisé. C'est-à-dire quand vous rencontrez avec l'antigène, c'est vous qui produisez votre propre anticorps. Ça se fait avec deux voies. La voie naturelle, c'est ce que vous avez reçu cette maladie et vous avez produit vos propres anticorps. Ou bien artificiellement, vous pouvez être immunisé activement avec la vaccination. Quand vous recevez un vaccin, un fragment de pathogène ou un pathogène entier qui ne vous rend pas malade, vous aussi, activement, vous produisez votre propre anticorps. L'autre immunisation, c'est l'immunisation passive de ce qu'on obtient après la naissance. Et alors, ça peut être naturel et artificiel aussi. La voie naturelle, ça compose le transfert des anticorps de la mère à l'enfant. Donc, ça peut être avec la placenta ou bien avec le lait. Et artificiellement, euh, recevoir les anticorps préparés. Donc, c'est transfert de sérum euh, de quelqu'un qui a en produite à quelqu'un, à un receveur qui n'est pas capable d'en produire. Donc, immunisation active, ça veut dire l'individu produit les anticorps. L'immunisation passive, ça veut dire l'individu ne peut pas produire les anticorps, il reçoit les anticorps préparés. Pour un exemple de l'immunisation passive, je peux vous donner une schématisation. Vous avez ici un cheval. Donc, on lui donne un vaccin, on lui injecte un pathogène et lui, activement, il produit ses anticorps. Après, on prend le sang de son veine, on centrifuge le sang, on obtient le plasma, on élimine le fibrinogène, sauf le fibrinogène, le plasma qu'on obtient s'appelle le sérum du sang. Le sérum du sang est riche avec des protéines qui s'appellent des anticorps, les immunoglobulines. Donc, on prend cette immunoglobuline et on l'injecte
à quelqu'un, à un individu qui est malade. Donc cet individu devient immunisé passivement, mais n'oubliez pas s'il vous plaît que cet individu, comme il n'a pas produit ses anticorps, il n'a pas produit non plus des lymphocytes T ou B de mémoire, donc il n'a pas la mémoire pour la prochaine fois de la même antigène. Et dernièrement, quelle est la différence entre la vaccination et les sérums? Alors, il y a certaines choses qu'il faut tenir à la tête, c'est que la vaccination, on le applique chez les individus sains, mais par contre, le sérum est fait pour les malades. La vaccination permet une immunisation active parce que avec la vaccination, c'est l'individu qui produit ses propres anticorps, mais le sérum ne permet pas une immunisation active, c'est une immunisation passive parce que l'individu reçoit les anticorps préparés. La vaccination, c'est l'injection de l'antigène, mais le sérum, c'est l'injection des anticorps préparés. Donc, c'est pour cela la vaccination permet une immunisation à long terme, plus longtemps, mais sérum permet une immunisation à court terme. Pour faire une révision totale pour la dernière fois, donc système immunitaire en général, quand les pathogènes pénètrent dans le corps, vous avez d'abord l'immunité innée, non spécifique. Il fournit une réponse rapide aux substances étrangères en garantissant que de nombreux agents pathogènes sont reconnus en avance par l'organisme. On a deux lignes de défense. La première ligne de défense, c'est défense hors du corps, donc les barrières physiques, la peau, les muqueuses, les sécrétions corporelles, comme la sueur, les larmes, les glandes, les sécrétions des glandes sébacées, la salive. La deuxième ligne de défense se compose des cellules qui font la phagocytose, les cellules naturelles, les interférents, le système de complément de l'inflammation. L'immunité acquise se compose donc, on reconnaît le caractéristique spécifique d'un pathogène particulier et on crée une réponse longtemps. Ça se compose de réponse humorale et la réponse cellulaire. La réponse humorale est donnée par les lymphocytes B qui produisent des anticorps et la réponse cellulaire est faite par les lymphocytes T qui attaquent directement au pathogène. Merci d'avoir écouté.